La brume matinale s'accrochait au manoir de Thornfield comme un linceul, enveloppant la pierre ancienne de couches grises qui n'adoucissait en rien sa magnificence austère. L'automne était arrivé tôt dans ce coin du Yorkshire en 1842, dépouillant les jardins de leur splendeur estivale et ne laissant derrière lui que des roses squelettiques qui griffaient l'air d'octobre de leurs épines nues face au froid. La grande demeure s'élevait de la brume comme une chose invoquée d'un rêve mélancolique, toute de tours gothiques et de fenêtres à meneaux qui ne reflétaient rien d'autre que la saison mourante, et c'est vers cette forteresse de pierre et de silence que Lady Arabella Sinclair arriva en tant que nouvelle mariée. Les roues du carrosse crissèrent sur le gravier, semblant annoncer son arrivée avec toute la cérémonie d'un cortège funèbre, et à travers la petite fenêtre, elle aperçut des bribes du domaine qui devait désormais être sa maison. Vaste, imposant, beau de la manière dont l'hiver lui-même est beau, c'est-à-dire une beauté sans chaleur. Ses mains gantées se tordaient sur ses genoux, triturant le fin cuir de chevreau jusqu'à ce qu'elle s'oblige à l'immobilité, au sang-froid qui lui avait été inculqué en même temps que sa lignée. Elle était une Sinclair, après tout, fille d'une vieille famille dont le nom commandait encore le respect, alors même que leur coffre s'était vidé comme du sable entre des doigts désespérés. Et elle ne déshonorerait pas ce nom en arrivant dans sa nouvelle demeure avec la peur lisible sur ses traits. Pourtant, la peur habitait sa poitrine, froide compagne du fragile espoir qu'elle abritait comme la flamme d'une bougie protégée du vent. Ce mariage avait été arrangé avec l'efficacité d'une transaction commerciale, ce qu'il était en effet, les dettes écrasantes de sa famille effacées en échange de sa main, de sa personne, de son avenir. Le marquis d'Ashford avait exigé une épouse de lignée convenable, et son père avait eu besoin d'un miracle, et ainsi la chose avait été accomplie avec des contrats, des signatures, et les larmes de sa mère, imbibant la robe de mariée d'Arabella lors de l'essayage. Elle n'avait pas rencontré son futur époux avant le jour où ils se tinrent devant Dieu et la société pour unir leur vie, et même alors, elle n'avait vu que la ligne acérée de son profil, la rigidité de ses épaules, la façon dont sa mâchoire restait serrée tout au long de la cérémonie, comme s'il endurait un supplice physique. Mais elle était jeune, et l'espoir est le propre de la jeunesse, et alors que le carrosse s'arrêtait devant la grande entrée du manoir de Thornfield, Arabella Sinclair se permit de croire que peut-être, avec le temps, cet arrangement pourrait se transformer en quelque chose ressemblant au bonheur. Le laquais ouvrit la porte, et l'air froid s'engouffra pour l'accueillir, emportant avec lui l'odeur des feuilles mortes, de la terre humide et d'autre chose, quelque chose d'indéfinissable qui ressemblait à la solitude incarnée. Elle accepta sa main et descendit sur le gravier, sa robe de voyage gris colombe bruissant autour de ses chevilles, et leva les yeux vers le manoir qui serait sa cage ou son château, dépendant entièrement de la pitié de l'homme qui possédait désormais son avenir. Les grandes portes se dressaient fermées devant elle, en chaînes sombres cerclées de fer, et alors qu'elle s'avançait vers elle, à pas prudents et mesurés, elle sentit le poids de regards qui l'observaient depuis les fenêtres supérieures, se sentit jugée et trouvée en défaut, avant même d'avoir franchi le seuil, et comprit, avec une clarté qui lui transperça le cœur, que quel que soit l'espoir qu'elle portait, il devrait être une chose bien résiliente pour survivre en ce lieu de pierre et d'ombre. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant commençons.
Le grand hall du manoir de Thornfield s'étendait devant elle comme une cathédrale bâtie pour vénérer la froide bienséance, toute de plafonds vertigineux et de lambris sombres qui absorbaient la faible lumière de l'après-midi, filtrant à travers des fenêtres placées trop haut pour offrir le moindre aperçu de réconfort ou de ciel. Arabella se tenait juste à l'intérieur de l'entrée, sa cape de voyage encore humide de la brume, et c'est là qu'elle le vit pour la deuxième fois de sa vie. Julian Ashford, marquis d'Ashford, maître de ce domaine et désormais maître de son destin, debout à l'autre bout du hall, le dos tourné, comme si son arrivée ne méritait pas plus d'attention que la livraison du courrier du matin. Il était grand, nota-t-elle de nouveau, comme elle l'avait noté à leur mariage, avec cette sorte de prestance aristocratique qui semblait innée, des épaules larges sous la coupe parfaite de son manteau, des cheveux sombres touchés de reflets auburn là où la lumière les attrapait. Et quand il se retourna enfin au son du raclement de gorge du majordome annonçant sa présence, elle se retrouva une fois de plus face à un visage d'une beauté si sévère qu'il aurait pu être taillé dans la même pierre impitoyable que le manoir lui-même. Ses traits étaient classiques, presque cruels dans leur perfection. Des pommettes hautes, une bouche dessinant une ligne qui suggérait qu'elle avait oublié comment se courber en quelque chose ressemblant à de la chaleur, et des yeux d'un gris si pâle qu'il semblait la transpercer plutôt que la regarder, évaluant et congédiant dans le même regard. La cérémonie de mariage lui revint en un flot de souvenirs sensoriels. La façon dont sa main avait été froide comme le marbre quand il avait placé l'anneau sur son doigt tremblant, le son de sa voix prononçant les vœux avec tout l'enthousiasme d'un homme récitant sa propre condamnation à mort, l'absence absolue de toute douceur dans son expression lorsqu'il avait soulevé son voile et pressé ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui ne contenait aucune promesse, aucune tendresse, seulement une obligation accomplie. Elle avait tremblé pendant toute la cérémonie, ses mains tremblant si fort que son bouquet de roses blanches avait dispersé des pétales sur le sol de l'église comme de la neige ou des larmes, et il n'avait pas une seule fois croisé son regard avec quoi que ce soit qui ressemble à de la bonté, ou même à une simple reconnaissance humaine. Maintenant, debout dans son hall, elle attendait qu'il parle, qu'il l'accueille, qu'il offre ne serait-ce que la plus élémentaire des courtoisies que l'on pourrait accorder à un étranger cherchant refuge. Mais au lieu de cela, il se tourna vers le majordome et dit, d'une voix d'un désintérêt si étudié, qu'elle coupa plus profondément que n'importe quelle insulte. « Mrs. Hartwell montrera à Lady Ashford ses appartements. Veillez à ce qu'elle ait tout ce qui est nécessaire. » Pas à elle. Pas un mot qui lui soit adressé, bien qu'elle se tînt à moins de 20 pas de distance, bien qu'elle fût sa femme, bien que toutes les règles de la décence exigeassent au moins un semblant de civilité. Il parla d'elle comme si elle n'était pas présente, comme si elle était un meuble à ranger dans une pièce appropriée, puis il s'éloigna simplement, ses pas résonnant sur le sol de pierre avec une finalité qui rappelait des portes se fermant, des clés tournant dans des serrures, le scellement d'un tombeau. Arabella resta figée, la confusion et la blessure se livrant bataille dans sa poitrine, la compréhension se cristallisant comme de la glace autour de son cœur. Ce ne serait pas un mariage qui se réchaufferait lentement, une connaissance graduelle se transformant en affection. Ce serait tout autre chose, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom, quelque chose qui ressemblait à une punition pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Cette première nuit, seule dans des appartements beaux et froids, séparée des siens par ce qui aurait aussi bien pu être un océan, elle resta éveillée dans l'obscurité et demanda à la pièce silencieuse ce qu'elle avait fait pour mériter cet exil, ce mariage qui n'en était pas un,
mais la seule réponse qui lui parvint fut le son du vent contre les fenêtres anciennes et le tassement des vieilles pierres, et elle comprit que quelle que fût son offense, elle l'avait commise simplement en existant, en étant la femme qu'il avait été forcé d'épouser, en étant là, tout simplement. Mrs. Hartwell apparut le lendemain matin comme une réponse à une prière qu'Arabella n'avait pas su formuler. Une femme d'une cinquantaine d'années, avec des yeux bienveillants, dans un visage qui avait connu à la fois le chagrin et l'endurance, et il y avait quelque chose dans sa façon de regarder la nouvelle marquise qui parlait de sympathie sans pitié, une compréhension sans jugement. « My lady, dit-elle, sa voix portant le doux accent du Yorkshire, je suis Mrs. Hartwell, la gouvernante. Sa seigneurie m'a ordonné de vous aider à apprendre la gestion de Thornfield. » Les mots étaient convenables, formels, mais en dessous, Arabella entendit ce qui était vraiment offert. Une alliée dans cette forteresse d'isolement, peut-être la seule amie qu'elle pourrait trouver entre ces murs. Elles parcoururent le manoir ensemble ce premier jour, Mrs. Hartwell expliquant les routines de la maisonnée avec une grâce efficace. Et Arabella écouta, observa et commença à comprendre l'ampleur du domaine qu'elle était censée superviser, cette vaste machinerie de serviteurs, d'horaires et de traditions qui fonctionnait depuis des générations sans interruption. Pourtant, même en essayant de se concentrer sur les questions de menu, de linge et de l'organisation appropriée de la journée d'une marquise, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les conversations chuchotées qui cessaient à son approche, les regards apitoyés échangés entre les femmes de chambre, la façon dont les laquais la regardaient, avec une sorte de sympathie gênée qui lui faisait hérisser la peau d'humiliation. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Dans une maisonnée de cette taille, rien ne pouvait être caché, et le fait que leur maître refusait de parler à sa nouvelle épouse, qu'il évitait sa présence comme on éviterait la contagion, s'était sûrement répandu dans les quartiers des domestiques comme une traînée de poudre. Elle garda la tête haute et fit semblant de ne pas remarquer, fit semblant que son cœur ne se brisait pas à chaque regard de pitié, et elle se jeta dans l'apprentissage des subtilités de la gestion domestique avec une détermination née du désespoir, car si elle ne pouvait avoir l'estime de son mari, elle pouvait au moins avoir un but, de la compétence, de la dignité. Les jours commencèrent à établir leur cruel schéma. Elle se réveillait seule, prenait son petit déjeuner seule dans ses appartements, car l'idée de s'asseoir à cette vaste table de salle à manger avec ses seules pensées pour compagnie était insupportable. Puis elle s'occupait des affaires domestiques, et pendant tout ce temps, elle restait douloureusement consciente de l'endroit où il se trouvait, comme si elle portait une sorte de boussole interne qui pointait toujours vers sa position. 2 fois elle le rencontra dans des couloirs, et 2 fois il se détourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse parler, son visage un masque d'une indifférence si délibérée que cela ressemblait à un coup physique. Une fois, elle entra dans le salon du matin pour le trouver en train de lire sa correspondance, et il se leva simplement, rassembla ses papiers et partit sans un regard, la laissant debout dans l'embrasure de la porte, se sentant comme un spectre hantant sa propre vie. Elle commença à explorer le manoir sérieusement, en partie pour apprendre son nouveau domaine, et en partie pour échapper à la solitude suffocante de ses appartements, et ce qu'elle découvrit fut une maison à la grandeur passée, une beauté qui avait été négligée non par manque de fonds, mais par manque d'amour, comme si les murs mêmes avaient absorbé la froideur de leur maître et la reflétaient en peinture écaillée, en garnitures ternies et en pièces qui avaient été fermées parce que personne ne se souciait assez de les ouvrir. Dans la galerie de portraits au 2e étage, elle trouva les ancêtres de Julien, la fixant, avec des expressions de jugement sévère,
des générations d'Ashford avec les mêmes traits aristocratiques, les mêmes yeux gris pâles, les mêmes bouches qui semblaient incapables de sourire, et elle se demanda si la froideur était inscrite dans la lignée même, si la chaleur était quelque chose que ces gens avaient systématiquement éliminé de leur nature comme on désherbe un jardin. Pourtant, la maison elle-même chuchotait des temps meilleurs, d'une époque où la musique avait rempli la salle de bal et les rires avaient résonné dans les couloirs, et debout seul parmi les portraits au visage sévère, Arabella sentit sa solitude s'intensifier en quelque chose de presque physique, un poids pressant contre sa poitrine, et elle comprit avec une terrible clarté que l'on pouvait être totalement seul même dans une maison pleine de gens, peut-être surtout dans une maison pleine de gens qui étaient témoins de son abandon et ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Les semaines passèrent avec la qualité implacable de l'eau, usant la pierre, chaque jour identique au précédent dans sa routine froide, et Arabella constata que sa blessure et sa confusion initiale se muaient lentement en toute autre chose, quelque chose de plus proche d'une curiosité déterminée, car elle avait commencé à comprendre que le silence de son mari, aussi douloureux soit-il, était en soi une sorte de langage, et si elle ne pouvait l'engager dans une conversation, elle pouvait au moins apprendre à lire le texte de son existence entre ses murs. Elle devint une étudiante de ses habitudes, observant à des distances prudentes les schémas de ses journées. Il se levait tôt, toujours avant l'aube, et partait à cheval à travers le domaine avant le petit déjeuner, revenant avec ses cheveux sombres, ébouriffés par le vent, et quelque chose sur son visage qui semblait presque paisible avant que les volets ne se referment. Il prenait son petit déjeuner seul dans son bureau, menait ses affaires avec son intendant le matin, puis la plupart des après-midi, il disparaissait dans l'aile est du manoir, dans la bibliothèque qu'elle n'avait entrevue qu'une seule fois, une pièce aux étagères allant du sol au des plafonds, remplis de volumes reliés en cuir et empreintes de cette sorte de révérence feutrée à laquelle les églises aspiraient mais parvenaient rarement. Elle commença à trouver des prétextes pour passer près de la bibliothèque en début de soirée, et une fois, alors qu'il avait laissé la porte légèrement entr'ouverte, elle l'aperçut assis dans un fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert entre les mains et une expression sur son visage qui était complètement transformée par rapport au masque froid qu'il montrait au monde, quelque chose de doux, d'absorbé et de presque vulnérable, et elle réalisa, avec un sursaut, que c'était là qu'il vivait sa vraie vie, dans ses pages, dans ses histoires, dans des mondes qui n'exigeaient rien de lui que son attention. Quand il quittait la bibliothèque, elle se glissait parfois à l'intérieur et examinait les livres qu'il avait lus, passant ses doigts sur des volumes de poésie et de philosophie, des tragédies grecques et des romans modernes, et elle commença à construire une image de son paysage intérieur à partir de ses miettes littéraires. Il privilégiait les histoires d'honneur et de trahison, de devoirs en conflit avec le désir, d'âmes nobles piégées dans des circonstances impossibles, et elle se demandait quelle douleur l'avait poussé si profondément dans ces chagrins fictifs qu'il ne pouvait supporter de rester présent dans sa propre vie. Pourtant, le plus grand puzzle était la contradiction qu'elle observait entre son traitement envers elle et son traitement envers presque tout le monde sur le domaine, car elle apprit par les commentaires prudents de Mrs. Hartwell et par ses propres observations lors de promenades sur les terres que Julian était connu parmi les tenanciers comme un propriétaire juste et même généreux, qu'il avait réduit les loyers lors de mauvaises récoltes, qu'il avait personnellement payé le médecin lorsque la femme du vieux Thomas Weatherby était tombée malade, qu'il avait donné des fonds au fils du forgeron pour qu'il entre en apprentissage à Londres. Elle observa de sa fenêtre un après-midi, alors qu'il s'arrêtait
pour parler à un fermier, le vit descendre de cheval et s'accroupir pour parler à la petite fille de l'homme, vit quelque chose sur son visage qui était presque un sourire lorsque l'enfant lui présenta une poignée de fleurs sauvages, et la tendresse de ce moment, aussi brève soit-elle, lui donna envie de pleurer de frustration et de confusion. Il avait de la bonté en lui, clairement, de la compassion, de la générosité et même de la douceur. Alors pourquoi ne réservait-il que la cruauté pour elle, seulement ce silence insupportable, seulement cette indifférence étudiée qui semblait plus délibérée que n'importe quelle haine active ne pourrait l'être. Sa détermination changea alors, se cristallisant en quelque chose de nouveau. Elle ne chercherait plus son approbation, ou sa reconnaissance, car ce chemin ne menait qu'à la folie et au désespoir, mais elle le comprendrait, déchiffrerait le mystère de cet homme capable de telles contradictions. Et peut-être que dans la compréhension viendrait soit l'acceptation, soit la force d'endurer ce qui ne pouvait être changé, et peut-être, bien qu'elle osât à peine se l'avouer, peut-être qu'en le comprenant, elle pourrait trouver la clé pour l'atteindre, pour percer les murs qu'il avait construits autour de son cœur, bien que ce qu'elle ferait d'une telle clé, si jamais elle la trouvait, restât une question à laquelle elle ne pouvait encore répondre. La compréhension, commença à réaliser Arabella, n'était pas la même chose que la reddition, et si elle ne pouvait pas percer les murs que son mari avait construits autour de lui par un assaut direct, peut-être pourrait-elle plutôt offrir de petits gages qui signaleraient sa volonté de le rencontrer sur le territoire de son choix, dans ce royaume de la littérature et de la beauté où il semblait le plus lui-même, le plus en paix, le plus humain. Elle commença à laisser des livres dans la bibliothèque, des volumes qu'elle sélectionnait avec grand soin sur les étagères après avoir étudié ses préférences. Une première édition des poèmes de Wordsworth, quand elle remarqua sa tendance pour les romantiques. Une nouvelle traduction de Dante, qu'elle commanda spécialement de Londres. Un mince volume des sonnettes de Shakespeare, qu'elle plaça sur la table de lecture près de la fenêtre, où il s'asseyait toujours. Chaque cadeau anonyme, non signé, une offrande discrète qui ne demandait rien en retour. Elle se mit à entretenir les roses d'hiver dans le jardin, le long du chemin qu'il empruntait à cheval chaque matin, encourageant les fleurs robustes à travers le froid précoce, taillant et paillant de ses propres mains gantées, malgré les protestations de Mrs. Hartwell, selon lesquelles un tel travail était indigne d'une marquise. Et il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans la simple physicalité du labeur, à nourrir ces fleurs obstinées qui refusaient de céder à la dureté de l'hiver. Et elle se demanda si peut-être elle ne cultivait pas sa propre obstination autant que la leur, son propre refus de se flétrir sous le gel de son indifférence. Un matin, elle entendit sa voix alors qu'elle travaillait derrière le mur du jardin, parlant à Thomas le jardinier avec plus d'animation qu'elle ne lui en avait jamais entendu, et ses mains s'immobilisèrent sur le rosier, tandis qu'elle écoutait. « Les roses d'hiver sont particulièrement belles cette année, Thomas. Votre travail dans les jardins a été exemplaire. » La réponse du jardinier portait à la fois fierté et honnêteté. « Je ne peux pas m'attribuer le mérite des roses, milord. Ce serait l'œuvre de sa seigneurie. Elle est ici la plupart des matins à s'en occuper elle-même. » Un long silence suivit, si prolongé qu'Arabella retint son souffle, et quand Julien parla enfin de nouveau, sa voix avait changé, était devenue plus basse, bien qu'elle ne pût déterminer si c'était de mécontentement ou d'autre chose. « Je vois. C'est très dévoué de sa part. » L'espoir jaillit dans sa poitrine comme une bougie soudainement protégée du vent, brillant, chaud et presque douloureux dans son intensité. Et pour le reste de la journée, elle accomplit ses tâches
avec une légèreté qui lui semblait étrangère après des semaines de lourdeur, s'autorisant à imaginer que peut-être ces petits gestes n'étaient pas invisibles après tout, que peut-être quelque part, sous son armure de silence, il était conscient de ses efforts, peut-être même touché par eux. Mais le lendemain matin, il passa devant le jardin de roses sans s'arrêter, sans même un regard dans sa direction. Et dans la bibliothèque ce soir-là, elle trouva les livres qu'elle avait laissés précisément là où elle les avait placés, leur dos non craqué, leurs pages clairement non lues, et l'espoir qui avait brûlé si vivement vacilla et mourut, ne laissant derrière lui que la douleur familière du rejet. Cette nuit-là, elle s'assit à son secrétaire et composa une lettre à sa sœur Margaret, la seule personne au monde à qui elle pouvait dire la vérité sur sa situation. « Très chère Meg, je me trouve dans la position singulière d'être mariée et pourtant plus seule que je ne l'ai jamais été de ma vie. Il ne me parle pas, il ne me regarde pas. Je suis un fantôme dans ma propre maison, et certains jours je me demande si je ne vais pas tout simplement disparaître complètement sous le simple poids d'être invisible. » Elle s'arrêta, sa plume planant sur le papier, alors qu'elle affrontait la question qui avait grandi dans son esprit comme une ombre. Pourrait-elle endurer ce mariage, cette demi-vie de silence et de séparation, pendant des années, peut-être des décennies, jusqu'à ce que la mort la libère de vœux qui l'avaient liée à un homme qui ne reconnaissait pas son existence? La question la terrifiait non pas parce qu'elle craignait que la réponse soit non, mais parce qu'elle soupçonnait, avec une sombre certitude, que la réponse était oui, qu'elle endurerait parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que la survie de sa famille dépendait de ce mariage, parce qu'elle avait été élevée pour comprendre le devoir et le sacrifice, et parce que quelque part, au fond de son cœur, malgré tout, elle nourrissait encore un espoir insensé et têtu que les choses pourraient, d'une manière ou d'une autre, changer. Elle termina la lettre, la scella, puis s'assit dans l'obscurité de sa chambre, les mains jointes sur ses genoux, et se fit une promesse. Elle ne flancherait pas, ne supplierait pas, ne s'avilirait pas en implorant des miettes d'attention d'un homme qui avait rendu ses sentiments, ou leur absence, abondamment clairs. Et si elle devait vivre cette vie d'emprisonnement élégant, elle le ferait avec sa dignité intacte, la colonne vertébrale droite et la tête haute, et elle trouverait un but et un sens dans le travail du domaine et au service de ceux qui dépendaient de Thornfield, même si elle ne pouvait jamais trouver l'amour entre ces murs froids. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Arabella au manoir de Thornfield. 3 mois de silence et de séparation qui s'étaient installés dans un rythme aussi prévisible que douloureux lorsque l'hiver arriva pour de bon, avec une violence qui semblait refléter quelque chose de sauvage et de désespéré dans son propre cœur. Et un jour, où le ciel était bas et lourd de la promesse de neige, elle sortit dans les jardins sans cape ni chapeau approprié, poussée par une agitation qu'elle ne pouvait nommer, un besoin de sentir autre chose que l'engourdissement qui était devenu son compagnon constant. La pluie commença alors qu'elle atteignait la roseraie, non pas la douce bruine d'automne, mais un déluge froid et battant qui trempa sa fine robe de jour en quelques instants, et pourtant elle resta là, parmi ces roses d'hiver, inclinant son visage vers le ciel, comme si l'eau pouvait laver le chagrin accumulé de ces mois, et au moment où elle retourna au manoir, elle frissonnait si violemment que Mrs. Hartwell poussa un cri d'alarme et appela immédiatement le médecin, car même Arabella pouvait reconnaître que le froid avait pénétré profondément dans ses os, s'y installant avec une lourdeur menaçante. La fièvre vint cette nuit-là, la ravageant avec une férocité qui la laissa inconsciente, perdue dans des rêves qui tordaient la réalité de sa vie, éveillée,
en formes encore plus cauchemardesques, et à travers le brouillard de sa maladie, elle était vaguement consciente du visage inquiet de Mrs. Hartwell, des pronostics graves du médecin, des serviteurs se déplaçant silencieusement dans sa chambre avec des linges frais et des potions médicinales. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir dans son état fiévreux, c'est que Julian avait été informé de sa maladie moins d'une heure après l'arrivée du médecin, et que sa réaction, dont seul son valet Henderson fut témoin, avait été un spectacle assez remarquable pour que Henderson en parle à voix basse à Mrs. Hartwell. Le marquis était devenu blanc comme la mort elle-même, avait agrippé le dos de sa chaise avec une telle force que ses jointures ressortaient blanches sur sa peau, et avait exigé de connaître chaque détail de son état avec une urgence qui frisait la violence. Mrs. Hartwell, qui avait servi la famille Ashford pendant 30 ans et avait appris à lire les signes subtils de l'émotion sous la retenue aristocratique, remarqua que sa seigneurie prenait l'habitude de faire les 100 pas dans le couloir devant la chambre d'Arabella le soir, remarqua qu'il la questionnait longuement sur l'état de la marquise. Chaque matin, remarqua l'anxiété à peine dissimulée dans ses yeux, quand elle rapportait que la fièvre n'était pas encore tombée. La 3e nuit de la maladie d'Arabella, lorsque la crise fut à son apogée, et que le médecin avait admis, avec une sombre honnêteté, que l'issue restait incertaine, Mrs. Hartwell sortit de la chambre de la malade vers minuit pour trouver Julian debout, dans le couloir obscurci, comme une sentinelle, toujours vêtue de ses habits de soirée, son visage hagard à la lueur de la bougie, et bien qu'il ne dît rien, sa présence en disait long sur ce que son silence avait précédemment nié. C'est alors, avec la vie d'Arabella suspendue à un fil derrière cette porte fermée, que Julian prononça ses premiers mots sur sa femme à quiconque, autrement qu'en termes des plus impersonnels. Et bien que sa voix fût basse, presque étranglée, les mots portaient un poids qui fit piquer les yeux de Mrs. Hartwell de larmes soudaines. « Veillez à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, Mrs. Hartwell. Tout. Ne regardez pas à la dépense. Faites venir des spécialistes de Londres si nécessaire. Tout ce dont elle a besoin pour se rétablir, cela lui sera fourni. » Et puis, après une pause au cours de laquelle quelque chose sembla se briser derrière sa façade, soigneusement entretenue. « Elle doit se rétablir. Comprenez-vous? Elle le doit. » Mrs. Hartwell comprit, peut-être mieux que Julian lui-même ne le comprenait à ce moment-là, et elle retourna auprès de sa patiente avec une détermination renouvelée, et que ce soit par l'habileté du médecin, la force de la propre constitution d'Arabella, ou peut-être par la pure force de la volonté désespérée et inexprimée de Julien, la fièvre tomba à l'aube du 4e jour, et Arabella se réveilla faible mais lucide, pour trouver Mrs. Hartwell pleurant de soulagement à côté de son lit, et dehors dans le couloir, à son insu, Julian s'autorisa enfin à retourner dans ses propres appartements, sa veillée terminée, son secret gardé, la fissure dans son armure soigneusement dissimulée une fois de plus sous le masque de pierre qu'il montrait au monde. La convalescence vint lentement pour Arabella, mesurée en pas prudents du lit à la chaise, de la chaise à la fenêtre, de la fenêtre au couloir au-delà, et pendant ces jours calmes de rétablissement, elle se trouva possédée d'une curieuse clarté, comme si la fièvre avait brûlé quelque chose de plus que la maladie, l'avait purgée du besoin désespéré de la reconnaissance de Julian, qui avait coloré ses premiers mois au manoir de Thornfield, et ce qui émergea des cendres de cette fièvre fut une femme qui comprit, peut-être pour la première fois, qu'elle ne pouvait pas passer sa vie à attendre qu'un homme lui accorde la permission d'exister, d'importer, de trouver un but entre ces murs qui étaient devenus sa prison et sa maison. Lorsqu'elle fut assez forte pour reprendre ses fonctions, elle le fit avec un changement subtil mais profond dans son maintien, n'organisant plus ses journées autour de la possibilité de rencontrer Julien,
ne chronométrant plus ses visites à la bibliothèque ou au jardin dans l'espoir de croiser son chemin. Et à la place, elle tourna toute son attention vers le domaine lui-même, vers les tenanciers, les serviteurs et la terre qui constituaient le véritable cœur de Thornfield, et ce faisant, découvrit qu'elle possédait des talents et des inclinations qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de développer auparavant. Mrs. Hartwell remarqua immédiatement le changement, en fit la remarque à Henderson un après-midi dans le hall des domestiques. « Sa seigneurie s'est affirmée, je pense. Il y a une force en elle maintenant qui n'y était pas avant. » Et en effet, Arabella se déplaçait dans le manoir avec un nouveau but, consultant l'intendant sur les améliorations nécessaires au cottage des tenanciers, ordonnant des réparations au toit qui avait été négligé, s'assurant que la veuve âgée Parsons reçoive du charbon supplémentaire pour son foyer, et que le plus jeune fils du forgeron, qui montrait des promesses avec les lettres, reçoive des abécédaires et des instructions. Elle établit une petite école dans l'un des bâtiments inutilisés du domaine, enseignant elle-même aux enfants des tenanciers les mardis et jeudis après-midi. Et il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir de jeunes esprits saisir de nouveaux concepts, à être véritablement nécessaires et appréciés, à construire quelque chose de bien à partir des décombres de ses espoirs romantiques. Ce qu'Arabella ne savait pas, ne pouvait pas voir, c'est que Julien observait ces transformations à distance, se tenant à la fenêtre de son bureau alors qu'elle marchait avec l'intendant à travers les champs du sud, s'attardant dans le couloir lorsqu'elle rencontrait Mrs. Hartwell pour discuter des affaires domestiques, et dans sa poitrine grandissait un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer, ne voulait pas nommer, un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui le terrifiait précisément, parce que cela faisait écho à des sentiments qu'il avait juré de ne plus jamais se permettre. Il l'observa un froid après-midi de mars, depuis la fenêtre de la bibliothèque, alors qu'elle était assise dans la salle de classe rénovée, entourée d'enfants de tenanciers, son visage animé alors qu'elle guidait de petits doigts sur des ardoises, et sans y être invitée, l'image d'une autre femme lui vint à l'esprit, des années auparavant, Clarissa, avec ses sourires calculés et son cœur mercenaire, qui avait joué à l'aimer pour son titre et sa fortune, tout en partageant ses véritables affections avec un officier sans le sou, et le souvenir de cette trahison remonta comme de la bile, amère et corrosive, un rappel de pourquoi il avait construit ces murs, pourquoi il avait choisi le silence et la distance comme armure contre la douleur future. Pourtant, même si la vieille blessure lui faisait mal, il ne pouvait nier l'évidence sous ses yeux. Arabella ne ressemblait en rien à Clarissa, ne possédait aucun de cet artifice calculé, et sa gentillesse envers ceux qui ne pouvaient rien lui offrir en retour, son dévouement à un travail qui ne lui apportait aucun avantage, témoignaient d'un caractère fondamentalement en contradiction avec la créature mercenaire qui avait brisé sa capacité à faire confiance. Et cette reconnaissance le remplit d'un conflit si profond qu'il se détourna de la fenêtre, pressa sa paume contre la vitre froide et murmura des mots qu'il ne s'était pas permis depuis des mois. « Qu'ai-je fait ?» dit. La marquise douairière arriva au manoir de Thornfield par un matin ensoleillé d'avril sans préavis, traversant le hall d'entrée avec la confiance impérieuse de celle qui avait été maîtresse des lieux pendant 30 ans avant de céder le rôle, et Arabella, convoquée à la hâte depuis sa correspondance matinale, sentit son estomac se nouer d'appréhension en descendant les escaliers pour saluer la femme redoutable qui avait assisté à son mariage avec une expression de désapprobation à peine dissimulée. Lady Catherine Ashford possédait les mêmes traits aristocratiques que son fils, à peine adoucis par l'âge,
et ses yeux gris perçants évaluèrent Arabella avec une minutie qui donna à la jeune femme l'impression que chacune de ses imperfections était cataloguée et notée, mais Arabella soutint cet examen avec le sang-froid qu'elle avait appris durant ces mois difficiles, faisant une révérence d'une bienséance parfaite et murmurant les mots de bienvenue appropriés. La visite de la douairière, ostensiblement une visite de courtoisie pour voir comment la nouvelle marquise s'installait, révéla son véritable but autour du thé, lorsque Lady Catherine annonça avec l'autorité désinvolte de celle habituée à une obéissance absolue qu'elle organiserait un dîner à la fin de la semaine pour présenter officiellement Arabella à la société locale, et qu'elle et Julien y assisteraient naturellement en tant qu'invités d'honneur. La tasse de thé d'Arabella trembla légèrement dans sa main, car elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. La première fois qu'elle et Julien devraient apparaître ensemble publiquement en tant que mari et femme, pour jouer la pantomime de l'unité conjugale sous les yeux de la société, et la perspective la remplit d'une terreur si profonde qu'elle put à peine former des mots pour accuser réception de l'annonce. La semaine qui suivit passa dans un tourbillon de préparatifs, Mrs. Hartwell la consultant sans fin sur la tenue appropriée, tandis qu'Arabella essayait robe sur robe, cherchant quelque chose qui l'armerait adéquatement pour l'épreuve à venir, se décidant finalement pour une robe de soie saphir profond, qui faisait ressortir le bleu de ses yeux et prêtait à son teint pâle une luminosité flatteuse. Le soir du dîner, alors que sa femme de chambre arrangeait ses cheveux dans une coiffure élaborée qui laissait son cou nu et vulnérable, Arabella étudia son reflet dans le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait, car malgré la robe élégante et les boucles soigneusement arrangées, ses yeux contenaient une méfiance qu'aucune quantité de poudre et de fard ne pouvait dissimuler, l'expression de quelqu'un se préparant à une bataille plutôt qu'à une réunion sociale. La maison de ville londonienne de la douairière brillait de 1000 feux à l'arrivée de leurs carrosses séparés, et Arabella sentit la présence de Julien avant de le voir, cette tension familière qui accompagnait toujours leur proximité, et quand il sortit de son carrosse et que leurs regards se croisèrent dans la cour éclairée par les torches, elle fut témoin de quelque chose de remarquable. Il la regarda vraiment, pour la première fois en 4 mois, et dans ses yeux sombres, elle vit la surprise, l'admiration, et quelque chose qui aurait pu être du regret vaciller sur ses traits, avant que son masque habituel ne redescende. À l'intérieur, le dîner fut un exercice de formalité atroce, avec Arabella assise à côté de Julien, si près que sa manche effleurait occasionnellement son bras nu et envoyait des frissons importuns à travers son corps. Et elle navigua la soirée avec une grâce désespérée, souriant aux moments appropriés, conversant intelligemment avec le gentleman à sa gauche, tout en étant hyper consciente du silence maussade de Julien à ses côtés. Ce fut Lady Imogen Hertford, une belle blonde, dont Arabella se souvenait vaguement de son mariage, qui porta le coup qui rendit la véritable nature de la soirée claire, remarquant d'une voix conçue pour être entendue. « Comme c'est charmant que le marquis ait enfin décidé de reconnaître sa petite épouse en public, bien que l'on se demande ce qui a changé après des mois d'une telle négligence ostentatoire, et bien qu'Arabella maintint son sang-froid, garda son expression sereine, elle vit la mâchoire de Julien se contracter, vit sa main se serrer autour de son verre de vin, avec une telle force qu'elle craignit que le cristal ne se brise, et pendant un instant, à couper le souffle, elle pensa qu'il allait vraiment parler, la défendre contre la moquerie à peine voilée, mais au lieu de cela, il resta silencieux comme la pierre, et Arabella sentit quelque chose se fissurer un peu plus à l'intérieur de sa poitrine,
même alors qu'elle souriait et levait son propre verre, comme si elle n'avait pas entendu la cruauté sous les mots mielleux de Lady Imogen. Le trajet en carrosse de retour au manoir de Thornfield se déroula dans un silence suffocant, Arabella et Julian occupant les coins opposés du compartiment, comme si l'espace entre eux était rempli de quelque chose de toxique et d'intouchable, et elle garda son regard fixé fermement sur la fenêtre assombrie, regardant la campagne nocturne défiler en un flou, tandis que son esprit rejouait les remarques cruelles de Lady Imogen, et la cruauté pire encore du silence continu de Julian face à elle, et au moment où ils arrivèrent au manoir, elle se sentait vidée, privée de tout, sauf d'un épuisement profond qui n'avait rien à voir avec l'heure tardive. Elle descendit du carrosse sans attendre d'aide, rassembla ses jupes et se dirigea vers l'entrée avec une précision mécanique, ne désirant que rejoindre le sanctuaire de ses appartements où elle pourrait enfin retirer le masque de sang-froid qu'elle avait porté tout au long de cette soirée interminable, mais en franchissant le seuil du grand hall, elle prit conscience de pas derrière elle, la démarche distinctive de Julian, et elle s'arrêta malgré elle, son cœur commençant une accélération perfide, même si elle le mettait en garde contre l'espoir. Il s'arrêta à environ 3 pas derrière elle, assez près pour qu'elle puisse entendre sa respiration, et le silence s'étira entre eux, lourd de mots non dits, lesté de 4 mois de désir, de douleur et de connexion non reconnue, et Arabella attendit, le dos toujours tourné, les mains si étroitement jointes devant elle que ses jointures blanchissaient, et elle pensa que ce serait peut-être le moment, que la cruauté publique de Lady Imogen avait enfin pénétré l'armure qu'il portait, si impitoyablement qu'il pourrait parler, offrir un mot d'explication ou de réconfort ou une simple reconnaissance de ce qu'elle avait enduré ce soir en son nom. Elle l'entendit prendre une inspiration, comme pour parler, entendit le léger déplacement de son poids, et lentement, lui donnant le temps, elle se tourna pour lui faire face, et ce qu'elle vit sur son visage lui coupa le souffle. Une lutte inscrite sur chaque ligne de ses traits, ses yeux sombres brûlant de quelque chose qui ressemblait presque à de l'angoisse, sa mâchoire se contractant comme si des mots se battaient pour s'échapper contre une terrible retenue. Et elle attendit, silencieuse et immobile, lui offrant l'espace pour traverser le gouffre qui bâillait entre eux, chaque fibre de son être concentrée sur ce moment de transformation potentielle. Mais alors même qu'elle regardait, alors même que l'espoir commençait sa floraison fatale dans sa poitrine, elle vit les volets redescendre, vit son expression se fermer et se durcir, le vit reculer, comme si elle était quelque chose de dangereux dont il devait se retirer, et sans un mot, sans une seule syllabe après cette lutte éloquente, il se détourna et s'éloigna, ses pas résonnant dans le hall, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans les profondeurs de la maison et la laisse seule dans la lumière vacillante des bougies. Arabella resta figée un long moment, tremblant de l'effort de maintenir son sang-froid, puis avec la délibération prudente de quelqu'un qui a subi une blessure mortelle mais refuse de la reconnaître, elle monta les escaliers vers ses appartements, congédia sa femme de chambre qui l'attendait avec une fermeté douce qui n'admettait aucune discussion. Et ce n'est que lorsque la porte fut fermée et verrouillée derrière elle qu'elle permit aux larmes de venir, s'affaissant sur le bord de son lit, alors que 4 mois de chagrin, de solitude et de rejet accumulés se déversaient en sanglots silencieux et déchirants qui secouaient tout son être. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas voir, c'est que Julien se tenait dans le couloir devant sa porte, une main levée et figé à mi-chemin de frapper, son propre visage tordu d'angoisse, alors qu'il écoutait le son de ses pleurs, chaque sanglot comme une lame entre ses côtes, et la guerre en lui faisait rage avec une violence renouvelée. Sa peur de la trahison, sa certitude qu'ouvrir à nouveau son cœur
ne mènerait qu'à la destruction, luttant contre la vérité indéniable qu'en se protégeant d'une douleur potentielle, il infligeait une souffrance réelle et terrible à une femme qui n'avait rien fait pour le mériter, et après une éternité, il abaissa sa main, pressa sa paume à plat contre la porte, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre la atteindre à travers le bois pour la réconforter, puis se détourna et s'éloigna, la laissant pleurer seule, tandis qu'il se retirait dans son bureau et vers la carafe de brandy, qui offrait le seul réconfort qu'il se permettrait. Les semaines qui suivirent le désastreux dîner apportèrent avec elles la transformation du printemps, et à l'arrivée de mai au manoir de Thornfield, le domaine sembla s'éveiller de son long sommeil hivernal, les jardins explosant de couleurs, l'air se réchauffant et se remplissant de l'odeur des fleurs de pommier et de la terre fraîchement retournée. Et quelque chose en Arabella se transforma également, car la douleur de cette nuit, où Julien avait, une fois de plus, choisi le silence, plutôt que la connexion, avait consumé le dernier de son espoir désespéré et laissé à sa place quelque chose de plus dur et peut-être de plus précieux. Une détermination à trouver le contentement dans les limites de sa situation, plutôt que de désirer perpétuellement ce qui ne serait jamais donné. Elle se jeta dans la gestion du domaine avec un but renouvelé, travaillant aux côtés de l'intendant pour planifier la rotation des cultures et réparer les cottages des tenanciers, établissant une petite école dans le village où les enfants pourraient apprendre leurs lettres, organisant une bibliothèque de prêt à partir de la vaste collection de Thornfield, afin que ceux qui souhaitaient s'améliorer puissent en avoir les moyens, et dans ce travail, elle trouva une satisfaction qui n'avait rien à voir avec l'approbation ou la reconnaissance de son mari, un sens du but, qui lui appartenait à elle seule. Les serviteurs, qui avaient initialement plaint la jeune marquise pour la froideur de son mari, parlaient maintenant d'elle avec une affection et un respect sincères, s'émerveillant de la façon dont elle se souvenait de chacun de leurs noms et s'enquérait de leur famille, comment elle retroussait ses manches pour aider dans l'office pendant la saison des conserves, comment elle veillait toute la nuit avec la femme du premier palefrenier, lorsque celle-ci peinait à mettre au monde son premier enfant, et Mrs. Hartwell fit remarquer au majordome qu'il n'avait pas eu une si véritable dame du manoir depuis la grand-mère du vieux marquis, une femme légendaire pour sa gentillesse et sa compétence. Ce qu'Arabella ne savait pas, ne pouvait pas voir, c'est que Julian observait tout cela d'une distance de plus en plus réduite, sa surveillance de ses activités devenant presque obsessionnelle dans son intensité, et là où il avait autrefois évité toute pièce qu'elle occupait, il trouvait maintenant des raisons d'être prêt, se tenant dans des embrasures de portes ombragées pour la regarder arranger des fleurs dans le hall, se positionnant aux fenêtres du bureau qui donnait sur les jardins où elle travaillait, partant à cheval pour inspecter les fermes mêmes qu'elle venait de visiter, afin d'entendre les familles parler de sa générosité et de son souci sincère pour leur bien-être, et à chaque observation, l'architecture de protection qu'il avait construite autour de son cœur développait de nouvelles fissures, de nouveaux points de vulnérabilité. Elle avait cessé de le chercher, réalisa-t-il, avec quelque chose approchant la panique, cessé de tourner la tête quand il entrait dans une pièce, cessé de se positionner là où ils pourraient se rencontrer accidentellement, et cette absence de recherche le troublait profondément, car il s'était habitué à ses regards pleins d'espoir, à ses tentatives prudentes de proximité, et maintenant qu'elle avait retiré cette attention, il découvrit qu'elle lui manquait, avec une intensité qui frisait la douleur physique. Son indépendance l'attirait et l'effrayait à la fois. Cette femme qui était arrivée à Thornfield 5 mois auparavant, avec de l'appréhension dans les yeux et du désespoir dans sa situation, qui avait enduré sa cruauté calculée avec dignité, et qui avait maintenant
en quelque sorte transcender son besoin de lui tout en restant piégé dans leur mariage, et Julien se retrouva dans la position singulière d'avoir obtenu exactement ce qu'il pensait vouloir. Une femme qui n'attendait rien de lui, qui avait cessé d'espérer son affection, pour découvrir que cette victoire avait un goût de cendre et ne lui apportait aucune paix, car le contrôle qu'il avait cherché par le silence lui glissait entre les doigts comme de l'eau, et il se retrouvait à saisir des ombres, tandis que la substance de ce qu'ils auraient pu être ensemble s'éloignait irrémédiablement de sa portée. C'était un après-midi de fin mai quand Arabella entra dans la bibliothèque de l'aile Est, cherchant un volume spécifique sur la gestion de domaine que Mrs. Hartwell avait mentionné. La pièce était inondée d'une lumière dorée qui entrait à flots par les hautes fenêtres et illuminait les milliers de dos reliés en cuir qui tapissaient les murs du sol au plafond. Alors qu'elle cherchait, sur les étagères supérieures, près du fauteuil de lecture habituel de Julien, elle remarqua un mince volume qui avait été mal rangé, coincé derrière une rangée de livres plus grands, comme si quelqu'un l'avait délibérément caché là, ou peut-être l'avait repoussé dans un moment de douleur. Quand elle le retira, plusieurs lettres tombèrent d'entre ses pages, voltigeant jusqu'au sol comme des oiseaux blessés, leur papier jauni par le temps et leur encre pâlie, mais toujours lisible dans la lumière oblique de l'après-midi. Elle n'aurait pas dû les lire. Elle le savait même en s'agenouillant pour les ramasser, savait que c'était une correspondance privée qui n'était pas destinée à ses yeux, mais quelque chose dans l'écriture féminine élaborée attira son attention, la façon dont certains mots semblaient jaillir de la page, avec une cruauté calculée, et avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle lisait, ses mains commençant à trembler, alors que le contenu se révélait avec une clarté dévastatrice. Des lettres d'une femme nommée Clarissa, écrites sur un ton de douceur si manipulatrice mêlée de mépris qu'Arabella sentit son estomac se retourner, des références à la dévotion du cher Julien et à combien il est facile d'obtenir son affection quand on connaît ses faiblesses, des mentions d'un autre homme, quelqu'un désigné seulement comme mon véritable amour, et une dernière lettre datée de 3 ans plus tôt, qui parlait avec une insensibilité à couper le souffle de la façon dont elle avait extrait toute la valeur possible des fiançailles, avant que le scandale n'éclate et que l'arrangement ne soit dissous. Arabella lut chaque lettre 2 fois, son esprit s'emballant pour relier ses révélations à l'homme qui l'avait puni de son silence pendant 5 mois, et soudain son comportement prit un caractère entièrement différent, se transformant d'une cruauté incompréhensible en l'autoprotection désespérée de quelqu'un qui avait été publiquement humilié et trahi, qui avait offert son cœur et l'avait vu écrasé avec une précision calculée, qui avait été utilisé comme un moyen pour une fin par quelqu'un en qui il avait totalement confiance, et son propre cœur, qui s'était quelque peu endurci au cours des derniers mois par pure nécessité, s'adoucit complètement en imaginant Julien, plus jeune, plus ouvert, peut-être même tendre, découvrant que la femme qu'il avait prévu d'épouser en avait aimé un autre tout du long, l'avait utilisé pour son titre et sa position, tout en se moquant de lui dans une correspondance privée. Elle resta assise longtemps sur le sol de la bibliothèque, avec ses lettres empoisonnées étalées autour d'elle, la compréhension l'inondant comme la lumière à travers un prisme, illuminant tous les petits moments des 5 derniers mois, sa lutte devant sa porte après le dîner, sa veillée pendant sa maladie, la façon dont sa mâchoire s'était contractée lorsque Lady Imogen avait fait ses remarques cruelles, et elle réalisa que chaque instance de son silence n'avait pas été une attaque contre elle, mais une défense contre elle, un mur construit pour empêcher la répétition de la dévastation, et bien que cela n'excusât pas la douleur qu'il lui avait causée, cela l'expliquait, la rendait compréhensible, le transformait de monstre en créature blessée. Elle rassembla les lettres avec des mains prudentes, les replaça exactement comme elle les avait trouvées,
remit le volume à sa cachette derrière les livres plus grands, et quitta la bibliothèque avec un cœur qui se sentait à la fois plus lourd et plus léger, accablé par de nouvelles connaissances, mais libéré de la terrible ignorance qui l'avait tenté. Et elle résolut à ce moment-là qu'elle ne le confronterait pas avec cette découverte, ne le forcerait pas à reconnaître ce qu'il avait clairement essayé d'enterrer, mais qu'elle continuerait comme elle l'avait fait, patiente, présente, attendant le jour où il pourrait trouver le courage d'abaisser ses défenses et de risquer à nouveau la vulnérabilité, car elle comprenait maintenant que son silence ne concernait pas son indignité, mais sa peur, et que cette peur ne pouvait être surmontée que par le temps et la preuve constante qu'elle n'était pas Clarissa, que son cœur ne recelait aucune tromperie, que son engagement envers leur mariage était réel et inébranlable, quelles que soient les circonstances qui l'avaient forgé. Julian Ashford se tenait à la fenêtre de son bureau privé aux heures précédant l'aube, incapable de dormir comme c'était devenu sa misérable habitude, regardant les terres du domaine émerger lentement de l'obscurité, alors que la lumière grise se glissait sur les pelouses et les jardins qu'Arabella avait transformés par son attention méticuleuse, et il pressa son front contre la vitre froide, comme si le froid pouvait d'une manière ou d'une autre calmer le tumulte qui faisait rage perpétuellement en lui. Cette torture quotidienne de vouloir désespérément parler à sa femme, tout en restant paralysé par une peur si profonde qu'elle était devenue la force gouvernante de son existence. 5 mois maintenant qu'il maintenait son silence, 5 mois à l'observer depuis les ombres et les embrasures de porte, cataloguant chaque bonté qu'elle montrait aux serviteurs et aux tenanciers, chaque moment de grâce sous le poids de sa cruauté, et à chaque observation, l'architecture de ses défenses devenait plus instable, menaçant de s'effondrer entièrement et de le laisser exposé à la vulnérabilité, même qu'il avait juré de ne plus jamais expérimenter. Les souvenirs remontaient sans y être invités, comme il le faisait toujours en ces heures sombres. Le visage de Clarissa, quand elle avait ri de sa découverte de sa trahison, l'amusement malveillant dans ses yeux, alors qu'elle expliquait avec un calme parfait qu'elle ne l'avait jamais aimé, qu'elle n'avait accepté sa proposition que parce que son véritable amour, un cadet sans le sou, ne pouvait pas lui offrir le titre et la position qu'elle convoitait, et qu'elle avait prévu d'épouser Julien pour son nom, tout en maintenant sa liaison avec discrétion. Mais puisque le scandale avait éclaté, elle chercherait simplement des arrangements plus favorables ailleurs, et n'était-il pas chanceux qu'elle le libère d'une union si manifestement vouée à l'échec? Il avait alors 26 ans, assez jeune pour croire que l'amour surmontait tous les obstacles, assez naïf pour faire entièrement confiance, et l'humiliation publique qui s'ensuivit, les chuchotements lors des réceptions, les regards apitoyés, l'amusement à peine dissimulé, que le fier marquis d'Ashford ait été tourné en un ridicule si spectaculaire, avait brûlé quelque chose d'essentiel dans son âme, le laissant convaincu que la vulnérabilité était synonyme de destruction, et que la confiance n'était que le prélude à la trahison. Son père, mourant 2 ans plus tard, lui avait arraché une promesse sur son lit de mort, que Julien se remarierait, produirait un héritier, remplirait son devoir envers le nom de la famille, malgré sa dévastation personnelle, et Julien avait accepté, parce qu'on ne refuse pas la demande d'un père mourant, mais il avait décidé que cette fois, il garderait un contrôle absolu, choisirait une épouse de circonstance si désespérée qu'elle n'oserait jamais le tromper, la tiendrait à une telle distance qu'elle ne pourrait jamais vraiment le blesser. Et Arabella avait semblé parfaite pour ce froid calcul, assez belle pour satisfaire les apparences, assez désespérée pour être contrôlée, assez douce pour être gérée facilement. Sauf que rien ne s'était déroulé selon son plan, car Arabella s'était avérée impossible à classer ou à prédire,
Sa dignité face à sa cruauté plus touchante que les larmes ne l'auraient été, son retrait progressif vers l'indépendance plus dévastateur que ses premières tentatives de connexion. Et maintenant Julien se trouvait dans l'agonie singulière d'avoir atteint exactement l'isolement qu'il avait cherché pour découvrir qu'il n'apportait aucune sécurité. Seulement une autre espèce de douleur, plus aiguë et plus constante que tout ce que Clarissa avait infligé. Il voulait parler à Arabella, Dieu comme il voulait lui parler, s'expliquer, s'excuser, demander si peut-être il pourrait recommencer, mais chaque fois qu'il rassemblait son courage, les souvenirs se dressaient comme un mur entre eux, le rire de Clarissa, la honte publique, la certitude écœurante qu'il était fondamentalement indigne d'être aimé, que quiconque prétendait l'affectionner ne faisait que mieux dissimuler ses véritables motifs, et sa gorge se serrait, les mots mouraient inexprimés, et il se retirait une fois de plus dans la prison de sa propre construction, tandis que de l'autre côté de la maison, Arabella traversait ses journées avec une autosuffisance croissante, exigeant moins de lui à chaque semaine qui passait, et Julien voyait son plan pour la maintenir à distance réussir si complètement qu'il la perdait sans jamais l'avoir eue, son contrôle se révélant l'illusion qu'il avait toujours été, le laissant saisir des ombres tandis que la substance de ce qu'ils auraient pu être ensemble glissait irrémédiablement hors de sa portée. La roseraie était devenue le sanctuaire particulier d'Arabella en ces dernières semaines de printemps, un endroit où elle pouvait se perdre dans le travail pratique de l'entretien des variétés grimpantes qui couvraient le mur sud du manoir, leurs fleurs lourdes d'un parfum qui lui rappelait la maison de son enfance. Ce matin-là, elle avait décidé de tailler les cannes les plus hautes qui avaient poussé sauvagement pendant l'hiver, tendant les cisailles au-dessus de sa tête, tout en étant en équilibre précaire sur la vieille échelle en bois que le jardinier l'avait prévenue d'être instable, mais dont elle l'avait assuré qu'elle suffirait amplement pour cette petite tâche. Elle était profondément absorbée par son travail, l'effort physique lui procurant un soulagement de la conscience constante de la présence de Julien quelque part dans la maison. Cette tension particulière qui était devenue la condition permanente de son existence, et elle n'entendit pas son approche sur le chemin de gravier, ne soute pas ce qu'il s'était arrêté à l'entrée du jardin, comme c'était son habitude ces dernières semaines, l'observant avec cette intensité qu'elle sentait parfois comme une chaleur sur sa peau, mais ne se permettait jamais de reconnaître directement. L'échelle bougea sous son poids alors qu'elle s'étirait pour atteindre une canne particulièrement tenace, le vieux bois craquant en guise d'avertissement, et elle sentit le moment précis où le pied céda, sentit la gravité la réclamer dans cet instant suspendu, avant la chute, où l'esprit comprend le désastre, mais le corps ne l'a pas encore vécu. Et elle haleta, alors que le monde basculait nauséeusement et qu'elle commençait à tomber en arrière vers le chemin de pierre en contrebas. Juliane se déplaça avec une vitesse qui semblait impossible compte tenu de la distance entre eux, parcourant la longueur du jardin en ce qui ne pouvait être que quelques secondes, bien que pour Arabella cela sembla une éternité de chute, et soudain il y eut des mains sur sa taille, fortes et sûres, brisant sa descente et la tirant contre une poitrine solide, et l'impact d'atterrir dans ses bras plutôt que sur la pierre impitoyable chassa l'air de ses poumons dans un souffle de choc et de soulagement. Le monde s'arrêta à ce moment-là, suspendue aussi complètement qu'elle était suspendue dans son étreinte, et Arabella se retrouva à regarder le visage de Julien à quelques centimètres de distance, assez près pour voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres, assez près pour sentir son souffle sur sa joue, assez près pour observer la façon dont ses pupilles se dilataient alors qu'il se regardait avec une intensité qui faisait marteler son cœur contre ses côtes, avec une telle force qu'elle était certaine qu'il devait le sentir à travers les couches de tissu qui les séparaient. Ses mains
restèrent sur sa taille, là où il l'avait attrapé, ses doigts se pressant dans ses flancs avec une fermeté qui frisait le désespoir. Et elle regarda sa gorge se contracter comme s'il essayait d'avaler des mots, regarda ses lèvres s'entr'ouvrir comme si la parole pouvait enfin émerger après 5 mois de silence. Et elle retint son souffle, espérant et craignant à parts égales, suspendue non seulement dans ses bras, mais dans la possibilité que ce moment devienne la transformation qu'elle avait attendue avec une angoisse si patiente. « Milord » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, et elle le sentit tressaillir au son comme si elle l'avait frappé. Vit quelque chose se fissurer dans son expression, un contrôle minutieux cédant à une émotion brute. Et pendant 3 battements de cœur, elle fut certaine qu'il parlerait, certaine que le mur entre eux s'effondrerait enfin. Mais alors son visage se ferma une fois de plus, et il la posa sur ses pieds avec une douceur qui contredisait la brusquerie de son retrait. Et sans un mot, il se détourna et s'éloigna, mais pas avant qu'elle ne voie ses mains trembler à ses côtés, secouées par ce qui aurait pu être de la peur, du désir, ou les deux. Et longtemps après qu'il eut disparu dans la maison, Arabella resta dans le jardin, touchant sa taille là où ses mains avaient été, sentant le fantôme de son contact comme une marque sur sa peau. Et malgré tout, malgré 5 mois de silence, de solitude et de confusion, elle sentit l'espoir s'allumer à nouveau dans sa poitrine, fragile et hésitant, mais indéniablement réel, car un homme qui tremblait après avoir touché sa femme n'était pas un homme qui ne ressentait rien, et peut-être que le silence n'était pas le contraire de l'amour, mais simplement son gardien terrifié. La marquise douairière arriva au manoir de Thornfield 3 jours après l'incident dans le jardin, son carrosse s'arrêtant devant l'entrée avec l'autorité décisive qui caractérisait toutes ses actions, et elle entra dans la maison, avec une détermination qui fit s'écarter rapidement les serviteurs et qui fit ressentir à Julien, en étant informé de sa présence, un frémissement inhabituel de quelque chose approchant l'appréhension, car sa mère possédait la capacité singulière de voir à travers toutes les défenses qu'il avait jamais construites et n'avait jamais hésité à les démanteler avec une précision chirurgicale lorsqu'elle le jugeait nécessaire pour son propre bien. Il la reçut dans le salon avec la courtoisie formelle que leur relation exigeait, s'inclinant sur sa main et s'enquérant de sa santé et de son voyage, tous les petits rituels de leur classe qui fournissaient un vernis de civilisation sur ce qu'il soupçonnait être une conversation profondément inconfortable, et sa mère endura ces amabilités pendant précisément le temps que la bienséance exigeait avant de les balayer d'un geste de sa main gantée et de le fixer avec un regard qui lui avait fait avouer des transgressions d'enfance des décennies auparavant et qui n'avait rien perdu de son efficacité dans les années qui suivirent. « Asseyez-vous, Julien » ordonna-t-elle sans le demander. Et il se retrouva à obéir, bien qu'il soit le maître de cette maison et non plus un garçon à qui l'on donne des ordres, s'installant dans le fauteuil en face du sien, tandis qu'elle le considérait avec un mélange d'exaspération et d'inquiétude qui fit se serrer quelque chose dans sa poitrine douloureusement. « J'ai été patiente, » commença-t-elle, sa voix portant ce ton particulier qui indiquait que sa patience avait atteint sa limite absolue. « J'ai attendu que tu reviennes à la raison, que tu reconnaisses ce qui est manifestement évident pour tout le monde dans ce comté, sauf apparemment pour toi-même. Mais je ne peux plus attendre, car cette jeune fille à l'étage, ta femme, au cas où tu l'aurais oubliée, est en train d'être détruite par ta cruauté. Et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder répéter les erreurs qui t'ont presque ruiné une fois auparavant. » Julien sentit la colère monter, chaude et immédiate, la défense automatique contre quiconque osait aborder le sujet de Clarissa. Mais sa mère continua, avant qu'il ne puisse rassembler ses objections.
se penchant en avant dans son fauteuil, avec une intensité qui le cloua sur place. « N'ose pas, dit-elle sèchement. N'ose pas prétendre que c'est pour te protéger, car nous savons tous les deux que ce que tu fais à Arabella n'a rien à voir avec la protection, et tout à voir avec la lâcheté, avec ton refus de reconnaître que toutes les femmes ne sont pas Clarissa Pemberton, que toute offre d'affection n'est pas une trahison déguisée, et qu'en traitant ta femme innocente comme si elle était coupable des crimes d'une autre femme, tu deviens le méchant de ta propre histoire, plutôt que la victime que tu insistes à rester. » Les mots frappèrent comme des coups physiques, chacun atterrissant avec une précision dévastatrice sur des blessures que Julien s'était convaincu d'être guéries depuis longtemps, et il se leva de sa chaise, agité, marchant jusqu'à la fenêtre, car il ne pouvait supporter de croiser le regard de sa mère pendant qu'elle démantelait les justifications prudentes qu'il avait construites autour de son comportement ces 5 derniers mois. « Vous ne savez rien de ce que j'ai enduré, » dit-il, sa voix basse et rauque d'émotions réprimées. L'humiliation, la moquerie publique, la certitude d'avoir été assez sot pour croire en l'amour, pour découvrir que c'était une manipulation élaborée. Et je ne veux pas, je ne peux pas endurer cela à nouveau. Sa mère se leva également, traversant la pièce pour se tenir à côté de lui à la fenêtre, et quand elle parla, sa voix s'était adoucie, bien qu'elle n'ait rien perdu de sa franchise. « Je sais tout de ce que tu as enduré, mon fils. J'étais là pendant tout ce temps. Je t'ai soutenu dans les pires moments, et je sais que Clarissa Pemberton était une créature mercenaire qui te voyait comme un tremplin vers une position plutôt que comme un homme digne d'amour. Mais Juliane, cette jeune fille t'aime. Oui, t'aime, imbécile. Je l'ai vue dans ses yeux chaque fois que ton nom est mentionné, dans la façon dont elle a si désespérément essayé de se faire un foyer dans ce mausolée que tu as créé, dans sa dignité face à un traitement qui aurait brisé une femme de moindre envergure, et tu l'as détruit, et toi-même avec, par ce silence, cette distance, ce refus obstiné de voir qu'Arabella n'est pas Clarissa, et ne pourrait jamais l'être. Julien se tourna pour faire face à sa mère pleinement, et elle dut voir quelque chose dans son expression, une fissure dans l'armure, un aveu de l'agonie avec laquelle il vivait, car son visage s'adoucit encore, et elle leva la main pour lui caresser la joue, comme elle le faisait quand il était enfant. « Libère-la, ou revendique-la convenablement, » dit-elle doucement mais fermement. « Mais ne continue pas cette existence à moitié où tu es marié mais pas marié, où tu l'observes depuis les ombres, tout en te refusant, à toi et à elle, toute chance au bonheur que vous méritez tous les deux. Car mon cher garçon, tu ne te montres pas sot à nouveau en faisant confiance à Arabella. Tu te montres sot en ce moment même en refusant de lui faire confiance, en laissant Clarissa gagner, même si elle est partie de ta vie depuis des années, en choisissant la peur plutôt que la possibilité de l'amour. » Et avec ces mots suspendus dans l'air entre eux, la marquise douairière quitta la pièce, laissant son fils debout à la fenêtre, avec ses défenses soigneusement construites, s'effondrant autour de lui, et la possibilité terrible et merveilleuse prenant racine que peut-être sa mère avait raison, que peut-être il avait détruit la chose même qu'il désirait le plus en essayant si désespérément de se protéger de blessures qu'Arabella n'avait jamais eu l'intention d'infliger, et pour la première fois en 5 mois, Julien s'autorisa à considérer que son silence pourrait ne pas être une protection du tout, mais simplement une autre forme de trahison, cette fois d'une femme qui méritait tellement mieux que le fantôme de Marie qu'il lui avait donné. La lettre arriva un matin qui marquait précisément 6 mois depuis qu'Arabella avait franchi le seuil du manoir de Thornfield en tant que nouvelle marquise, 6 mois depuis la dernière fois
qu'elle avait entendu son mari lui parler directement. 6 mois de silence, d'observation et de cette demi-vie singulière d'être mariée et pourtant totalement seule. Lorsque Mrs. Hartwell apporta l'enveloppe bordée de noir dans le salon du matin où Arabella examinait les comptes de la maison, quelque chose dans l'expression de la gouvernante la prépara à la dévastation avant même qu'elle ne brise le sceau avec des doigts tremblants et ne lise les mots qui confirmaient que son père était décédé paisiblement dans son sommeil 3 jours auparavant et que sa présence était requise à la maison. Bien que ce ne fût plus vraiment sa maison, n'est-ce pas, car elle avait été vendue pour sauver le domaine même où son père gisait maintenant en attente d'enterrement pour les arrangements funéraires et le règlement de ses affaires. Elle resta très immobile après avoir lu, la lettre posée sur ses genoux tandis que les mots se brouillaient devant ses yeux, et elle sentit un curieux engourdissement se répandre dans ses membres, comme si son corps la protégeait du plein poids du chagrin en la rendant incapable de ressentir quoi que ce soit, bien qu'en dessous de cet engourdissement, elle fut consciente d'une douleur plus profonde attendant de s'abattre sur elle comme une vague, la connaissance que son père était mort sans la revoir, après ce jour terrible où il avait pleuré et l'avait supplié de lui pardonner d'avoir arrangé son mariage avec un homme qui s'était révélé capable d'une telle cruauté soutenue. Et elle l'avait assuré que tout irait bien, qu'elle ferait en sorte que tout aille bien, une promesse qu'elle n'avait pas réussi à tenir sans que ce soit de sa faute, mais qui avait maintenant un goût de cendre dans sa bouche. Mrs. Hartwell appela sa femme de chambre sans qu'on le lui demande, et en moins d'1 heure, Arabella dirigeait l'emballage de sa malle de voyage, avec le détachement efficace qui était devenu son armure contre toutes les déceptions de sa vie conjugale. Elle envoya un message par un laquais pour informer le marquis qu'elle partirait pour le domaine familial dans les 2 heures et prévoyait de s'absenter pendant une 15aine de jours, maintenant même alors la fiction qu'il communiquait par intermédiaire, plutôt que de reconnaître la réalité brutale que son mari refusait de lui parler, et elle ressentit un mépris distant pour elle-même, car même dans le deuil, elle ne pouvait se résoudre à simplement marcher jusqu'à l'endroit où il se trouvait dans cette vaste maison et le lui dire directement, ne pouvait briser le schéma qu'ils avaient établi, car le faire serait admettre à quel point leur arrangement était anormal, à quel point elle avait complètement échoué à forger une véritable connexion avec l'homme dont elle portait le nom. Le coche était en préparation dans l'allée circulaire lorsque Julien sortit de son bureau et demanda à un domestique de passage pourquoi il y avait une telle activité. Lorsqu'on lui dit que la marquise partait pour des funérailles familiales, quelque chose se passa sur son visage qui fit reculer involontairement le jeune laquais, une combinaison de choc, d'horreur et de ce qui aurait pu être de l'angoisse, et sans un mot, Juliane traversa la maison à une vitesse qui fit s'éparpiller les serviteurs, montant les escaliers, 2 par 2, pour atteindre le hall d'entrée juste au moment où Arabella descendait, sa cape de voyage déjà attachée et les rubans de son chapeau noués sous son menton. Pour la première fois en 6 mois, ils se tinrent dans le même espace et se regardèrent directement, vraiment. Et Julien sentit toute la force de ce que sa mère avait essayé de lui faire comprendre, s'abattre sur lui, car le visage d'Arabella était pâle de chagrin, ses yeux cerclés de rouge par les larmes qu'elle avait versées en privé, et la pensée de son départ, de la maison vide de sa présence, de perdre même la conscience lointaine de ses mouvements dans des pièces qu'il évitait, le remplit d'une panique si aiguë qu'elle en était presque une douleur physique, et il sut avec une clarté soudaine et terrible que quelque part au cours de ces 6 mois, à l'observer depuis les ombres, à la regarder transformer sa maison froide en quelque chose ressemblant à un foyer, à être témoin de sa bonté, de sa dignité et de sa force tranquille. Il avait commencé à avoir besoin d'elle d'une manière qu'il avait juré ne plus jamais avoir besoin de personne,
et la possibilité de son départ lui sembla comme perdre quelque chose d'essentiel qu'il ne savait pas posséder, jusqu'à ce qu'il soit confronté à son absence. Julien bougea sans pensée consciente, son corps le propulsant en avant que son esprit ne puisse construire les défenses familières qu'il avait maintenues silencieux pendant une demi-année, et il traversa l'entrée et descendit les marches, avant que le laquais ne puisse même ouvrir la porte du coche, sa main levée, dans un geste qui arrêta le cocher en plein mouvement et amena une immobilité confuse parmi les serviteurs assemblés qui n'avaient jamais vu leur maître sortir de la maison avec une agitation aussi évidente, un abandon aussi complet du contrôle rigide qui avait caractérisé chaque instant de son existence depuis que Clarissa Pemberton, lui, avait appris que la vulnérabilité n'était qu'un autre mot pour la sottise. Quand Arabella apparut à la portière du coche, la surprise vacillant sur des traits déjà tirés par le chagrin, Julien se trouva soudainement, terriblement dépourvu de mots, tous les discours que la confrontation de sa mère avait inspirés mourant inexprimés dans sa gorge, car comment pouvait-il expliquer 6 mois de cruauté en l'espace de quelques instants? Comment pouvait-il lui faire comprendre que son silence n'avait jamais été à propos de son indignité, mais de sa propre lâcheté, et il resta donc là, à la regarder, tandis qu'elle le regardait, et le tableau se figea, pendant un battement de cœur, 2, 3, l'entièreté de leur étrange et triste mariage, compressée dans ce seul moment suspendu, où tout et rien pouvait changer en fonction de ce qui se passerait ensuite. Arabella descendit du coche avec une dignité prudente, sa robe de voyage noire en signe de deuil, son visage pâle comme le marbre et tout aussi composé, et elle attendit avec la patience qui était devenue sa caractéristique déterminante au cours de ces longs mois, attendit qu'il parle, s'écarte, ou fasse ce qu'il avait l'intention de faire en arrêtant son départ. Et Julien vit dans ses yeux qu'elle n'attendait rien, que 6 mois lui avaient appris à ne pas espérer de mots de sa part. Et cette résignation le frappa avec plus de force que la colère n'aurait jamais pu le faire, car elle avait cessé de croire qu'il était capable de lui donner autre chose qu'une observation silencieuse et une froide distance, et la connaissance qu'il lui avait fait cela, qu'il avait réduit une femme de chaleur et de courage à ce vide prudent, le fit se mépriser avec une intensité presque purificatrice dans sa complétude. Il ouvrit la bouche et rien ne sortit. Sa voix, inutilisée pour s'adresser directement à elle, rouillée par le manque d'usage dans tous les domaines qui comptaient, le trahissant au moment où il en avait le plus besoin. Et il vit quelque chose vaciller dans l'expression d'Arabella. Un dernier espoir fragile commençant à mourir, puis une seule larme s'échappa pour glisser sur sa joue, juste une, traçant un chemin argenté à travers la poudre qu'elle avait appliquée pour cacher les ravages de son chagrin, et elle parla dans son silence avec une dignité qui le détruisit. « Milord, dit-elle, et sa voix était stable malgré cette larme, stable et épuisée, et insupportablement triste. J'ai enduré votre silence pendant 6 mois. J'ai vécu comme un fantôme dans votre maison, et j'ai accepté que ce soit là la somme de notre mariage. Mais mon père est mort, et je dois aller auprès de lui. Alors je vous le demande maintenant. Puis-je avoir la permission d'enterrer mon père, ou me refuserez-vous même cela ?» Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme, et Julien sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une dernière barrière qu'il avait construite contre le fait de trop ressentir, de trop risquer, et soudain la peur qui avait gouverné chacune de ses actions depuis Clarissa lui parut petite et méprisable, comparée à la réalité de la larme d'Arabella, de sa peine digne,
de sa supposition qu'il lui refuserait même la compassion fondamentale du deuil, et il comprit avec une clarté dévastatrice qu'en se protégeant de la possibilité de la trahison, il était devenu le traître, avait infligé à une femme innocente la cruauté même qu'il avait juré de ne plus jamais endurer, et la prise de conscience le brisa complètement, fit voler en éclats toutes ses défenses jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle aussi brute et exposé qu'il l'avait été dans les premiers jours après la tromperie de Clarissa. Et de cette brisure, il trouva enfin sa voix. « Pardonnez-moi, » dit Julian, et les mots sortirent bruts et brisés, sa voix enrouée par des mois de retenue et le poids de l'émotion qui l'avait emprisonné derrière le silence, et Arabella le fixa comme s'il était un spectre soudainement devenu corporel, ses yeux grands ouverts de choc, car c'étaient les premiers mots qu'il lui adressait directement en 6 mois, la première reconnaissance qu'elle existait en tant que plus qu'un meuble à éviter. Et Julien vit son étonnement et le sentit comme une lame entre ses côtes, preuve de la manière dont il avait complètement rompu toute attente de discours normal entre eux, et il tendit une main qui tremblait visiblement, et dit à nouveau « Pardonnez-moi, s'il vous plaît, rentrez, laissez-moi. » Mais sa voix se brisa sur ce qu'il avait l'intention de dire ensuite, et Arabella lui permit de prendre son bras et de la guider pour remonter les marches, tandis que les serviteurs assemblés s'efforçaient de paraître comme s'ils n'assistaient pas à la scène la plus extraordinaire de l'histoire récente du manoir, leur maître touchant réellement leur maîtresse, lui parlant réellement, et Julien la conduisit non pas dans l'une des salles de réception formelles, mais dans le petit salon attenant à la bibliothèque, la pièce où il s'asseyait parfois le soir avec un livre et un verre de brandy, son sanctuaire privé dans lequel il n'avait jamais invité personne, et il l'installa soigneusement sur le canapé comme si elle pouvait se briser sous une manipulation brutale. Puis il se tint devant elle et sembla lutter pour savoir par où commencer. Comment expliquer 6 mois de cruauté à une femme dont le seul crime avait été d'accepter une demande en mariage qui sauverait sa famille de la ruine. « J'ai eu des fiançailles précédentes, » commença-t-il, sa voix toujours rauque mais gagnant en force à l'usage. Et il vit l'expression d'Arabella passer du choc à une attention prudente. « Avant la mort de mon père, avant vous, il y avait une femme nommée Clarissa Pemberton, et je croyais... » Il fit une pause, déglutit, difficilement contre l'amertume qui montait encore, chaque fois qu'il pensait à ses jours. « Je croyais qu'elle m'aimait pour moi-même, que notre mariage serait construit sur une affection sincère plutôt que sur les arrangements mercenaires si courants dans notre classe, mais j'étais un sot, aveuglé par ma propre arrogance et ses talents considérables pour la tromperie, car pendant que je planifiais notre avenir, elle entretenait une liaison avec un officier de cavalerie, et elle m'a épousé pour le titre, avec la ferme intention de continuer sa liaison une fois la bague solidement à son doigt. Il observa le visage d'Arabella pendant qu'il parlait, vit la compréhension commencer à poindre, ainsi que quelque chose qui aurait pu être de la pitié, et il ne pouvait supporter sa pitié bien qu'il sût qu'il ne méritait rien de mieux, et il continua. Le scandale fut considérable lorsque l'affaire devint publique, et j'obtins une annulation par des voies qui ne vous concernent pas. Et je jurai de ne plus jamais laisser personne s'approcher, assez pour me ridiculiser, que si je devais me marier. Et la demande de mon père sur son lit de mort, que je produise un héritier, rendait le mariage inévitable. Alors ce serait avec quelqu'un qui comprendrait dès le début que notre union serait un arrangement de convenance uniquement, que je pourvoirais à ses besoins matériels mais jamais émotionnels. Et quand les circonstances de votre père vous ont rendu disponible, j'ai pensé...
Il s'arrêta, la honte l'inondant au souvenir de sa froideur calculée. J'ai pensé que le silence me protégerait de m'attacher, d'être vulnérable, de risquer à nouveau l'humiliation que Clarissa m'avait infligée. Mais Arabella, j'avais tort, si terriblement tort, car vous n'êtes pas Clarissa, vous n'avez jamais été que bonne, patiente et gentille, et j'ai récompensé cette gentillesse par une cruauté qui me fait honte. Julien vit la compréhension dans les yeux d'Arabella et ressentit à la fois un soulagement et une honte plus profonde, car elle avait déjà découvert les lettres, avait déjà reconstitué l'histoire de son humiliation et avait choisi de répondre avec patience plutôt que par la confrontation, et cette connaissance, qu'elle avait sue et avait tout de même fait preuve de grâce, rendait sa cruauté de ces derniers mois encore plus monstrueuse. Et il continua à parler, car maintenant que la digue avait cédé, il ne semblait pas pouvoir arrêter le flot de paroles, toutes les observations et reconnaissances qu'il s'était refusées pendant 6 mois de silence auto-imposé. « Je vous ai observé, dit-il, et sa voix baissa, devenant presque confessionnelle dans son intimité. Chaque jour, je vous ai observé. J'ai catalogué chaque bonté que vous montriez aux serviteurs, aux tenanciers, aux jardins eux-mêmes. Je vous ai vu laisser des livres dans la bibliothèque, et j'ai lu chacun d'entre eux parse. Que c'étaient vos recommandations, et que je voulais connaître votre esprit, je me suis tenu dans l'ombre quand vous appreniez à lire aux enfants des tenanciers, et j'ai admiré votre patience. Je vous ai entendu parler doucement à Mrs. Hartwell de ses rhumatismes, et je vous ai vu mettre en œuvre des changements pour faciliter la vie du personnel, et chaque acte de bonté était comme une pierre ajoutée au poids écrasant de ma propre lâcheté, car je pouvais voir que vous étiez tout ce que Clarissa n'était pas, authentique là où elle était fausse, gentille là où elle était cruelle, patiente là où elle était exigeante, et pourtant je ne pouvais pas lâcher ma peur, ne pouvais pas risquer de croire que vous puissiez être ce que vous sembliez être, car Clarissa aussi avait semblé authentique jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, et j'ai pensé que si je maintenais simplement la distance, maintenais le silence, je pourrais me protéger de ne plus jamais être vulnérable. Il se dirigea vers la fenêtre, incapable de croiser son regard alors qu'il faisait sa prochaine confession, son reflet dans la vitre lui montrant un homme à l'air hagard et plus vieux que son âge, usé par l'effort de maintenir une cruauté contre ses propres inclinations. Mais je n'étais pas une victime dans tout cela, Arabella, j'étais un lâche, car vous ne m'avez donné aucune raison de me méfier de vous, aucune cause pour vous traiter comme je l'ai fait, et je le savais même en continuant mon silence. Je savais que je vous punissais pour les péchés d'une autre femme, que je vous utilisais comme un bouclier contre le fait de ressentir quoi que ce soit qui pourrait me rendre vulnérable. Et la vérité est que mon silence n'a jamais été pour me protéger de vous, c'était pour me protéger de moi-même, de la connaissance que je voulais vous parler, que je voulais vous connaître, que je voulais être le mari que vous méritiez, au lieu du fantôme que j'étais devenu. Il se retourna pour lui faire face, et la lumière de l'après-midi à travers la fenêtre jetait ses traits en relief saisissant, montrant chaque ligne d'angoisse et de regret qui marquait son visage. Vous méritiez un mari, et je vous ai donné un fantôme, vous ai donné le silence, la froideur et une maison à gérer, mais aucun partenariat, aucune compagnie, aucune des choses qui rendent un mariage supportable, sans parler d'heureux, et je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit après 6 mois d'un tel traitement. Mais je le demande quand même, parce que je suis assez égoïste pour vouloir une chance de rédemption, même si je ne l'ai pas méritée. Il traversa la pièce jusqu'à l'endroit où elle était assise,
et s'agenouilla devant elle, ce fier marquis, qui s'était tenu si rigidement à l'écart, et il prit ses mains dans les siennes, avec une douceur qui contredisait 6 mois de froideur étudiée. « Laissez-moi vous accompagner aux funérailles de votre père, » dit-il, et sa voix portait à la fois une supplication et une promesse. « Laissez-moi me tenir à vos côtés comme un mari devrait le faire. Laissez-moi vous soutenir dans ce deuil, comme j'ai échoué à vous soutenir chaque jour qui l'a précédé. Et à notre retour, laissez-moi recommencer. Laissez-moi vous faire la cour comme j'aurais dû le faire dès le début. Laissez-moi gagner ce que j'ai essayé de prendre sans rien donner en retour, car Arabella, je veux être l'homme que vous méritez, et je suis enfin prêt à essayer. » Le voyage vers la maison familiale d'Arabella commença en silence, mais c'était un silence différent de celui qui avait caractérisé leur mariage ces 6 derniers mois, car ce silence contenait de la possibilité plutôt que du rejet, de l'anticipation plutôt que du désespoir. Alors que le carrosse roulait à travers la campagne avec Julien assis en face d'elle plutôt que de refuser de partager l'espace, Arabella se surprit à jeter des regards furtifs à son mari, comme si elle le voyait pour la première fois, cet homme qui avait enfin parlé, enfin expliqué, enfin demandé une chance de recommencer. Julien la surprit à le regarder une fois, et, au lieu de se détourner comme il l'aurait fait la veille encore, il soutint son regard et dit doucement « Parlez-moi de votre père. » Et elle le fit, les mots venant avec hésitation au début, car elle s'était tellement habituée au silence, mais gagnant progressivement en fluidité, alors que Julien l'écoutait avec une attention si complète qu'elle ressemblait à une présence physique. Elle parla de la gentillesse de son père, de ses luttes après la mort de sa mère, de la série de mauvais investissements qui avaient mené leur famille au bord de la ruine, et de la culpabilité qu'il avait portée d'avoir dû la marier au silencieux marquis pour les sauver tous de la prison pour dette. « Il m'écrivait, » dit-elle, sa voix se brisant. « Chaque semaine, il écrivait, demandant si j'étais heureuse, et je n'ai jamais pu me résoudre à lui dire la vérité, car cela lui aurait brisé le cœur de savoir que son salut avait acheté ma solitude. » Et l'expression de Julien montra une telle douleur à cette révélation qu'Arabella tendit la main à travers l'espace entre eux, sans réfléchir, et toucha sa main, un geste qui le fit s'immobiliser complètement avant que ses doigts ne se referment lentement sur les siens, leur premier contact volontaire, leur premier moment de connexion librement choisi. Ils parlèrent pendant des heures, tandis que le paysage changeait à l'extérieur des fenêtres du carrosse, Julien partageant sa propre histoire plus en détail, maintenant que la digue du silence était rompue, lui parlant de son enfance dans le vaste manoir, avec des parents qui montraient plus d'affection à leur chien de chasse qu'à leur fils, de la solitude qui l'avait poussé vers les livres et les occupations. Solitaire, de la façon dont Clarissa avait semblé être un miracle, parce qu'elle avait paru le vouloir, lui, plutôt que son titre, et Arabella comprit alors qu'ils étaient tous deux des créatures blessées, portant tous deux des cicatrices qui rendaient de la confiance difficile, et peut-être que cette compréhension pourrait être le fondement de quelque chose de réel. Les funérailles furent simples et sombres, tenues dans l'église du village où Arabella avait été baptisée, et Julien se tint à ses côtés tout du long avec une fermeté qu'elle n'avait jamais attendue de lui, sa main sur son coude, sa présence un rempart contre le poids du chagrin. Lorsque sa jeune sœur Margaret se jeta en pleurant dans les bras d'Arabella, Julien s'assura discrètement que la jeune fille ait un mouchoir et un moment d'intimité avec sa sœur, démontrant une prévenance qui fit chavirer le cœur d'Arabella. Ensuite, lorsqu'ils retournèrent dans la modeste maison familiale, si différente de la grandeur du manoir de Thornfield, Julien rencontra les membres survivants de sa famille avec une courtoisie dénuée de condescendance.
Et lorsqu'il apprit l'étendue de leurs difficultés financières persistantes malgré le règlement du mariage, il prit immédiatement des dispositions pour un soutien supplémentaire, non pas par carité, mais par obligation familiale, parlant à l'oncle d'Arabella avec un respect qui fit briller les yeux du vieil homme de larmes reconnaissantes. Le voyage de retour vers Thornfield commença 2 jours plus tard, et cette fois, lorsqu'ils s'installèrent dans le carrosse, Julian s'assit à côté d'elle plutôt qu'en face, leurs épaules se touchant à travers les couches de vêtements de voyage. Quelque part au milieu du voyage du 2e jour, Arabella se retrouva à s'appuyer contre lui d'épuisement, et le bras de Julian vint autour de ses épaules, hésitant au début, puis plus fermement quand elle ne se retira pas, et elle s'endormit au rythme régulier de son cœur, et se réveilla pour le trouver, en train de la regarder, avec une expression d'un si tendre émerveillement qu'elle sentit la chaleur monter à ses joues. Ils parlèrent de choses plus légères lors de ce voyage de retour, des livres qu'ils avaient tous deux lus, des opinions sur la gestion du domaine, de petites observations sur le paysage qui défilait, construisant progressivement l'intimité qui aurait dû commencer 6 mois plus tôt. Quand Arabella rit de quelque chose que Julien dit à propos d'un voisin particulièrement pompeux, son visage se transforma complètement, la froideur rigide, fondant en un sourire qui le fit paraître des années plus jeune et incroyablement beau, et elle réalisa, avec un sursaut, qu'elle ne l'avait jamais vu sourire auparavant, pas une seule fois en 6 mois de mariage. Alors que le carrosse remontait enfin l'allée du manoir de Thornfield dans la lumière de fin d'après-midi, le bâtiment familier parut, différent à Arabella, moins imposant et plus comme une maison qui pourrait un jour être remplie de chaleur plutôt que de silence. Quand Julien l'aida à descendre du carrosse, il ne relâcha pas immédiatement sa main, mais la tint tout en regardant la façade du manoir, puis son visage, et il dit avec une nervosité visible « Puis-je vous rendre visite demain ? Convenablement, je veux dire, comme un gentleman rend visite à une dame qu'il espère courtiser, car je réalise que nous avons tout fait à l'envers, et j'aimerais essayer de faire au moins quelque chose dans le bon ordre. » Et Arabella, sentant l'espoir fleurir dans sa poitrine comme les roses qu'elle avait entretenues pendant le long hiver, sourit et dit doucement « Oui, milord, vous pouvez me rendre visite demain. » Et l'expression de soulagement et de joie qui traversa le visage de Julien valait chaque instant de solitude qu'elle avait enduré pour atteindre ce commencement. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où Julian avait enfin rompu son silence, et le manoir de Thornfield s'était si complètement transformé qu'il semblait impossible qu'il ait jamais été le froid mausolée de la première arrivée d'Arabella. Car maintenant, dans la plénitude de la fin du printemps, les jardins flambaient de couleurs, les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer le soleil et le chant des oiseaux, et les couloirs résonnaient de chaleur et de rire au lieu de faire écho à la solitude et au chagrin inexprimé. Arabella était assise dans la roseraie qu'elle avait autrefois entretenue comme un acte d'espoir désespéré, mais maintenant elle s'en occupait comme un acte de joie. À côté d'elle, sur une couverture étendue sur l'herbe, leur fils, Thomas, âgé de 2 ans, nommé d'après son père, jouait avec des blocs de bois, tandis que Julien se prélassait à proximité, sa main s'étendant de temps en temps pour stabiliser l'enfant, ou pour effleurer le bras d'Arabella dans l'un des innombrables petits contacts qui caractérisaient maintenant leur journée, ces constantes réassurances physiques qu'ils étaient réels, qu'ils étaient ensemble, que le silence avait été vaincu par la connexion. Julien la surprit en train de le regarder et sourit, cette transformation de ses traits qui faisait encore battre son cœur, même après 3 ans, à la voir quotidiennement. Et il dit doucement « À quoi penses-tu, mon amour ?» Et elle répondit sincèrement « Je me souvenais du premier jour où je suis arrivé ici, de ma peur, de ma certitude
d'avoir épousé un homme qui ne me verrait jamais comme autre chose qu'une obligation. Et l'expression de Julien devint sérieuse, alors qu'il prenait sa main, la portant à ses lèvres, dans un geste qui était devenu habituel entre eux. « Je te vois, dit-il, comme il l'avait dit d'innombrables fois depuis ce jour de confession. Je te vois, Arabella, et je remercie Dieu chaque matin que tu aies eu Laï. Patience d'attendre que je trouve mon courage. » Et elle se pencha contre lui, se souvenant des longs mois de silence, mais se souvenant plus clairement du moment où tout avait changé, quand sa seule larme avait percé ses défenses et qu'il avait enfin parlé, enfin expliqué, enfin commencé le travail de devenir le mari qu'elle méritait. Elle pensa à leur premier baiser, qui était venu 2 semaines après sa visite officielle, quand il l'avait courtisée dans sa propre maison avec des fleurs, des conversations et une sincérité tremblante, et qu'elle avait finalement eu pitié de sa nervosité et l'avait embrassée elle-même, les surprenant tous les deux par son audace, mais plus encore par la passion qui s'était enflammée entre eux une fois les murs enfin tombés. Et elle se souvint aussi de leur nuit de noces refaite, non pas l'horreur froide et silencieuse de la première, mais la tendre et passionnée union qui était venue des mois plus tard, quand Juliane lui avait demandé la permission d'être vraiment son mari, et qu'elle l'avait accordée de tout son cœur. Leur fils se mit soudain à rire, un son clair qui attira leur attention à tous les deux, et Juliane le souleva avec une aisance habituée, le tenant haut et le faisant glousser de plaisir, et Arabella regarda son mari avec leur fils et sentit une telle plénitude dans sa poitrine qu'il lui sembla impossible d'avoir jamais été la jeune fille solitaire qui avait parcouru ces couloirs en silence et en désespoir. La vie qu'ils avaient construite ensemble n'était pas parfaite. Ils avaient encore des moments d'incompréhension, portaient encore les cicatrices de leurs débuts difficiles, mais elle était réelle, durement gagnée et précieuse au-delà de toute mesure, et Arabella savait que la patience dont elle avait fait preuve, la détermination à ne pas flancher même quand flancher aurait été plus facile, avait acheté quelque chose de bien plus précieux que la simple survie. Elle avait acheté la transformation, la rédemption, et un amour d'autant plus fort qu'il avait été forgé dans le creuset de la souffrance et du silence. Cher auditeur, peut-être vous êtes-vous retrouvé dans un lieu de silence, dans une relation ou une circonstance où vous donnez et donnez sans rien recevoir en retour, où la patience semble être de la folie, et où l'espoir ressemble à un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Et si c'est le cas, sachez ceci. L'histoire d'Arabella nous enseigne que certaines transformations ne peuvent être précipitées, que certains murs doivent être démantelés brique par brique plutôt que démolis en un seul instant, que parfois le plus grand acte de courage n'est pas le geste spectaculaire mais la persistance tranquille de se montrer à jour après jour avec grâce et dignité. Tous les silences ne se termineront pas comme celui d'Arabella. Certains silences doivent être abandonnés, certains murs n'ont jamais été destinés à être escaladés. Mais il y a une force profonde à maintenir sa propre intégrité, pendant que les autres trouvent leur chemin, à refuser de laisser les blessures d'une autre personne vous rendre cruel en retour, à choisir la patience sans en devenir un martyr. La clé est de connaître la différence entre la patience qui vient de l'espoir et la patience qui vient de la peur, entre attendre la transformation et attendre la permission d'exister. Et Arabella connaissait cette différence, car même dans sa patience, elle a maintenu son sens de soi, son but, sa détermination à être pleinement humaine, même lorsque son mari ne lui donnait que le silence en retour. Puissiez-vous trouver la sagesse de savoir quand attendre et quand partir, quand persister et quand vous protéger, et puissiez-vous comprendre que la patience qui mène à la transformation est toujours ancrée dans le respect de soi plutôt que dans l'abandon de soi.
Et si vous avez été celui qui se cache derrière le silence et les murs, puissiez-vous trouver le courage que Julien a trouvé pour dire votre vérité, avant qu'il ne soit trop tard, pour risquer la vulnérabilité, avant que le coût de la protection ne devienne plus élevé que le coût de l'ouverture, pour comprendre que la personne qui vous attend de l'autre côté de votre peur pourrait être exactement la personne pour laquelle il vaut la peine d'être courageux. Cette histoire vous est présentée par Amour, Rire et Ils vécurent heureux, où nous croyons au pouvoir de la patience, à la possibilité de la transformation et à la vérité immuable que parfois les plus grandes histoires d'amour ne sont pas des coups de foudre, mais des amours qui grandissent lentement dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'ils soient enfin assez forts pour supporter la lumière. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de croyants aux secondes chances, et puissiez-vous bien vous reposer cette nuit en sachant qu'aucun silence ne dure éternellement, que chaque mur peut être démantelé, et que la patience associée à l'espoir n'est jamais vaine, car elle plante des graines qui peuvent prendre des saisons à pousser, mais qui fleuriront d'autant plus magnifiquement pour l'attente.